Alors, quelle réponse de l'école? Parce que vous voyez qu'il y a une grande dispersion. Alors, j'évoquais du terme de grande pauvreté, mais grande pauvreté, et encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais, Jean-Philippe. Il y a ce qui se passe en éducation prioritaire, mais on les a dans les classes de centre-ville. Hein. C'est-à-dire, il y a des collègues qui disent non, mais ça fait tellement longtemps que j'enseigne en éducation prioritaire, il faudrait que j'aille voir ailleurs, parce que je ne sais pas si je suis encore dans les standards. En fait, on a toujours un bout de ZEP dans le fond de la classe. Hein. Pour moi, c'est clair. Donc, disais-je, puisqu'il nous faut rouvrir vers de l'espoir. Ça ne veut pas mourir. Première des choses, il me semble, c'est par rapport à ces élèves qui ont du coup des horizons un peu limités du fait de leur première socialisation, moi il me semble important que l'école surtout ne se réduise pas au lire, écrire, compter. On évoquait les programmes des candidats, hein. Moi j'ai vu ça. Hein. Ne se réduise pas au lire, écrire, compter, et qui plus est, dans le lire, écrire, compter, à des aspects uniquement techniques, qui dessèchent les apprentissages et seraient plus redoutables encore pour les enfants qui nous préoccupent. Ouverture culturelle peut passer par, il me semble, la première des choses, cette idée que l'école, elle a pour charge d'élargir l'expérience et d'amener à la lire autrement, par le biais de la fiction et par le biais de la réflexion. La curiosité se nourrit de l'émerveillement face au réel et des questions visant à comprendre le pourquoi des choses. Et il me semble que si l'école est habile à fournir des réponses, elle doit aussi et peut-être d'abord à alimenter les questionnements qui les fondent. Comme ont pu exprimer certains élèves dans une enquête qui avait été faite par Annico Husti à l'INRP, auprès de collégiens et de lycéens, disent ce qui pose problème, c'est qu'on a la réponse avant d'avoir la question. Au moment où on nous apporte la connaissance, on n'en a pas réellement besoin. Et je trouve ça intéressant, parce que ça nous donne des indications. C'est-à-dire comment créer le besoin de questionnements qui les fondent sur l'environnement, sur les objets, sur les phénomènes du quotidien, dont le pourquoi échappe, questionnement sur le passé, sur l'ailleurs. Les collègues à la fois pleuraient sur le comportement de certains élèves, mais disent ils sont curieux. Dès lors qu'on travaille avec eux sur ce qui se passe en Palestine ou autre, ça les intéresse de savoir l'histoire de pourquoi aujourd'hui il en est ainsi, quoi. Dès lors qu'ils sentent que ça peut les aider à comprendre leur quotidien. Et donc, pour nous, il me semble qu'il ne faut pas négliger les sciences, la technologie, l'histoire, la géographie, source de questions vives. Alors, on avait bossé avec des collègues sur la ZEP de Cherbourg-Octeville et on a gagné des élèves, visiblement, enfin les collègues ont gagné des élèves sur la question de la maîtrise de la lecture et de l'écriture à partir des champs des sciences et de la techno. C'est là il y avait quelque chose qui était en mesure quelque part de convoquer de l'expérience familiale, etc. Donc il peut s'appuyer, tout ce terrain-là, sur des habiletés construites ailleurs en lien avec l'univers familial. Je pense à des travaux sur les engrenages, sur les montages électriques, sur les plantations. Ce gamin qui revient, après qu'on ait bossé sur l'électricité, tout fiero, présenté à la classe ce qu'il avait fait avec ses parents. Toute la famille avait été mobilisée. Le père, il avait construit le circuit électrique. La grande sœur avait construit la maison en carton. L'éclairage à l'intérieur, un petit LED pour figurer le lampadaire. Vous voyez, enfin voilà, c'était non seulement émerveillement, et puis toute la famille est là, mais en même temps, ça fait retour. C'est-à-dire, bien sûr, que tous les autres élèves disent ah, comment t'as fait explique-nous, quoi. Enfin, vous voyez, on imagine toute la relance que ça peut faire. Et puis d'autres élèves se sont pris de passion pour l'histoire. Jouer sur la pluralité des domaines disciplinaires, l'univers des livres. Je trouve que c'est intéressant aussi pour nous de surtout pas être omniscient, mais de s'arrêter de temps en temps pour dire aux élèves, je ne sais pas, comment on pourrait faire pour trouver ça. Parce que du coup, c'est l'occasion, alors on l'a testé avec des copains sur plusieurs classes, et plusieurs ont dit, mais il a fallu parfois attendre 10 minutes avant qu'il y ait un élève qui lève le doigt et dise on pourrait chercher dans les livres. Faire place aux documentaires, donc, mais aussi faire place aux histoires, aux mythes,
conte, récit initiatique, comme autant de leçons d'humanité adressées aux élèves. Alors, chacun voit bien comment c'est en phase avec ce que Serge Boimard, dont beaucoup connaissent ses travaux, et notamment s'il y a des collègues des RASED, mais pas seulement, qui a travaillé dans son CMPP, Claude Bernard, pendant de longues années, auprès de ces ados qui désespéraient de tout et qui désespéraient aussi leurs enseignants, et qui les raccroche finalement avec des lectures de mythes, de récits, de contes initiatiques, en disant finalement la force de ces récits, c'est qu'ils mettent en scène des conflits intérieurs, des peurs d'abandon, de peur d'éclatement, de peur d'être perdu. Nourrissage culturel, c'est l'expression qu'il utilise. Des jeunes qui voudraient savoir mais sans passer par la case apprendre, tant finalement l'école ne cesse de proposer des situations qui sont, pour un certain nombre d'élèves psychiquement fragilisés, qui sont source d'angoisse, qui leur donnent, qui réactivent la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'immaîtrise, confronte au doute. Et ces récits, donc, sont nécessaires parce que l'enfant, on le sait, il a besoin d'appui pour se construire. Et la littérature permet de vivre de multiples expériences simulées et de s'essayer sans risque. Les récits, on sait, qui marchent fort, sont les récits propices à l'identification des modèles et des conduites qui sont des visions idéalisées constitutives de personnalités qui sont au moment où on les accueille, qui sont des personnalités en friche. Et l'enfant peut doubler par la fiction les référents identificatoires de son entourage, par jeu d'imitation et opposition. Ça me semble extrêmement important. J'ai lu il y a assez peu Boris Cyrulnik, qui a dû sortir un bouquin sur On a besoin de héros. Je ne sais pas si vous avez vu ça, et qui dit combien dans le travail de résilience, la possibilité de se projeter ailleurs à travers des modèles. Lui, c'était Tarzan, dit-il, mais c'est pas mal Tarzan, quoi. Hein? Donc, nous sommes tous potentiellement des Tarzans à la recherche de Jane. Donc, multiplier les sources de questionnement, légitimer les apprentissages, donner à entendre pour nourrir l'imaginaire, mais pas moins inciter à faire. Alors, nourrir l'imaginaire, là, on a aussi pas mal de collègues qui sont sur les dispositifs relais, qui ont mis en œuvre les thématiques de travail de Serge Boimard et qui disent ça produit des effets quand même assez intéressants, quoi, avec du coup des occasions de débat et qui petit à petit leur remet le pied à l'étrier pour parler fiction, pour échanger, pour se projeter, pour parler de thèmes qui les intéressent et qui, à un moment donné, les réinstalle aussi dans l'écriture. Univers des livres. Pratique de création. Il me semble que théâtre, danse, modelage, création musicale, plastique, poétique, autant d'activités qui permettent d'explorer au-delà des limites balisées du réel. On sait que ces activités, loin d'être totalement débridées, obligent à se plier à des contraintes. Quand on bricole, le matériau nous oppose la résistance. Quand on écrit, la langue ne se plie pas à ce qu'on voudrait écrire, d'autant qu'on ne sait pas encore clairement ce qu'on va écrire. Bref, quelle que soit cette idée que la confrontation du matériau oblige à se plier à des contraintes, et pour peu que ce soit aussi une autre contrainte, l'exigence de produire, la nécessité de se confronter au regard des autres, permet qu'il y ait de belles choses qui arrivent, avec des rencontres fortuites qui peuvent faire sens, qui peuvent faire émerger de nouvelles idées. Nul ne sait sur quoi ça va déboucher, mais l'activité est ouverte aux métamorphoses à travers l'adaptation des moyens au but poursuivi. Et on sait tous que parfois on s'étonne, alors parfois on jette parce que
ça va pas, mais parfois on s'étonne des choses poursuivies. Autrement dit, ce qu'on sait, c'est que l'activité peut générer une implication inédite, et dès lors que le résultat excède le but initialement fixé, j'y reviendrai peut-être en fin de journée, ça peut transformer le rapport au domaine investi, mais aussi la façon de se percevoir. Et de la production à sa mise en scène, le sujet peut se mettre en jeu, s'exercer à la représentation. On s'autorise alors à rêver qu'un autre réel est possible. Moi, je suis quand même frappé de voir qu'un certain nombre de, je pense, d'associations qu'on a chez nous, de services de psychiatrie infanto-juvénile, investit beaucoup le domaine de la création. Voilà, qui sont des zones de construction-reconstruction. On voit des jeunes qui se mettent en scène, qui se remettent en scène, mais aussi qui se révèlent. Vous verrez ça cet après-midi, mais pour avoir expérimenté les questions d'écriture avec des collègues sur les ZEP de Chevron, Jouer les Tours, un certain nombre d'endroits sur la région parisienne, sur Orléans-Tours, les collègues nous disent « Oh, surprise, tous les élèves écrivent. Ambiance de classe transformée. Et le plus étonnant, c'est un certain nombre d'élèves qu'on penserait extrêmement éloignés des attendus usuels, qui font des productions absolument scotchantes. C'est pour cet après-midi. Échapper à la tyrannie de l'urgence. Quand on est pris dans l'urgence du présent, dans le faire ici et maintenant, on est mal positionné pour les apprentissages scolaires qui exigent de différer, de suspendre l'urgence et l'action pour réfléchir, tisser des liens. Les pédopsychiatres nous disent c'est les gamins qui s'agitent, ils ne peuvent pas penser, quoi. Il faut que le corps se pose pour que la pensée se mette en mouvement. Il y a quelque chose de ça. Alors, au-delà de ces comportements d'élèves, on peut avoir des élèves qui ne bougent pas, mais peut-être pas assez, peut-être du coup, mais une tendance forte d'élèves qui se lancent à corps perdu dans la tâche, sans avoir conscience de leur finalité, ou qui réduisent l'apprentissage, je l'évoquais, au réalisé, quoi, et qui refusent de revenir. Hein, les profs confirmés hier, ils ne veulent pas se relire, quoi. Ça les fait suer. Ils ne sont pas là à la correction, ils ne veulent pas se relire. Et donc, ce qu'on sait, c'est que l'inscription dans le temps est un élément structurant. Alors, comment on peut bosser ça ? Dès tout petit, écouter les récits, faire retour sur les activités réalisées, récapituler la journée. Ce sont des occasions relativement courantes et banales d'ordonner l'immatériel à partir de la succession des choses, mais aussi, quand on est en travail sur les histoires, de tisser des rapports entre intention et acte, entre moyens utilisés et résultats produits. Donc, autrement dit, derrière ce rapport au temps, en fait, c'est tout le travail sur la relation de causalité. Et du coup, revenir sur le passé, sur le réel passé, ça permet aussi de se projeter sur le réel à venir. On a l'impression qu'il y a des élèves qui vraiment ne s'inscrivent pas dans une temporalité et qui sont comme écrasés. On a vu beaucoup ça en travaillant avec les jeunes de 16-18, à l'époque qu'on appelle aujourd'hui les décrocheurs, mais qui se sentent comme écrasés par la fatalité des choses, mais ils sont presque objets de leur histoire. Et bien, tout le travail qu'on a fait avec eux, c'est de leur dire, pour peu qu'on travaille ensemble à revenir sur qu'est-ce qui, au-delà des histoires individuelles, produit de l'histoire sociale, enfin d'une réalité sociale, on peut aussi, du coup, repenser autrement. Demain m'appartient, mais si je le décide. Et donc, certaines activités résistent au tout de suite, qui portent sur un domaine artistique, une réalisation technique, préparation d'une sortie. Le projet rompt avec la tyrannie de l'urgence, instaure un autre rapport au temps, finalisant les activités et contribue à leur donner sens. Ça vaut pour les projets, mais au quotidien, la temporalité des apprentissages, elle est scandée par des reprises, des rappels, des mises en lien, par la valorisation des progrès. On voit bien comment ça, c'est important pour un certain nombre d'enfants
qui désespèrent de ne toujours pas être au niveau où ils pensent que les autres sont, et à qui il faut faire des rappels assez fréquents. Mais regarde ce que tu faisais il y a un mois. Il n'y a pas photo, quoi. Hein. Seul le sentiment de progresser permet de donner espoir pour continuer de reprendre. Temporalité des apprentissages. Et ce qui s'exerce au quotidien, me semble-t-il, sert le sentiment de sa propre historicité. C'est parce qu'on a conscience d'être produit d'une histoire qu'on peut du coup s'en émanciper et prendre son avenir en main. Troisième point comme axe de travail, ce qui frappe chez les adolescents, compris, c'est des attitudes de défi. Mais on voit bien, enfin je discutais avec les profs hier, c'est toujours une sorte d'ambiguïté de ces collégiens qui font exploser le cours, mais en même temps qui ne sont pas inintéressés par ce qui se passe, de temps en temps interviennent comme par hasard de façon juste alors qu'on les croyait complètement out de l'activité, de ces adolescents qui sont parfois sortis de l'école, mais quand vous allez les écouter à 80%, ils parlent de l'école. Bref, en fait, ils sont en train de nous dire autre chose. Peut-être, c'est prouvez-nous le contraire, quoi. Donc toujours cette ambiguïté, ils sont prêts à rejouer le jeu. Manque de confiance en soi, c'est quand même ce qui frappe. Certains élèves sont confinés dans une image péjorée. Je pense toujours à ce petit Rodrigo dont le papa vient me dire, Monsieur Bernardin, vous vous donnez du mal, mais vous savez, c'est pas la peine. Il est tombé sur la tête quand il était petit. Rodrigo, il est là. Vous comprenez mieux pourquoi ces enfants, on voit qu'ils ont des itinéraires où on constate des progrès et puis des grands effondrements. Comme s'il y avait de l'impossibilité à échapper à ce regard qui piège. On voit tout le travail à faire. Donc ils ont du mal à s'essayer à un autre rôle. Ils ont du mal à sortir de la répétition. Le travail avec des adolescents nous a montré que quand quelqu'un a cumulé plein d'expériences négatives, là encore par économie psychique, le plus raisonnable c'est de refuser l'activité qu'on nous propose pour ne pas se refaire mal une nouvelle fois. Donc, évidemment, tout ce qui est du côté des activités qui permettent de faire éprouver le sentiment de réussite, de changer son statut, sont importantes à l'école. Je le disais, les activités artistiques sont de formidables tremplins. Le théâtre permet le changement de place. Quand l'enfant lit son écrit et que la classe applaudit, ça fait des choses. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais ça fait des choses pour l'enfant. La performance sportive, de manière générale, toute la valorisation des productions, les expos, les spectacles, etc. On voit bien que c'est source d'émotion, de fierté, propre à restaurer l'estime de soi. Mais les apprentissages conceptuels aussi permettent de belles gratifications. Venir à bout de situations défis, résoudre des énigmes, répondre à des problèmes, saisir la finesse d'un texte, comprendre ce qui semblait initialement inaccessible et trop complexe, rien de tel pour la jubilation intellectuelle. On voit les gamins qui disent « Eureka, ça y est, j'ai trouvé ». Le regard brille, que ce soit pour le jeune enfant de maternelle, comme pour l'adolescent ou pour les adultes. Pour avoir travaillé avec des adultes de bas niveau de qualification, leur faire travailler sur Pythagore, les identités remarquables, les accords du participe passé, etc., ou les règles d'orthographe, je peux vous dire que les regards brillent, quoi. Même des gens qui nous ont dit, mais moi je vais faire un procès à l'éducation nationale. Pourquoi on m'a jamais dit ça, quoi? Mais alors vous êtes en train de me dire que je ne suis pas une crêpe en maths? Ah non, mais tout peut se rejouer, vous comprenez? Tout peut se rejouer. Donc, quel qu'on soit jeune, enfant ou adulte, c'est le sentiment de réussite qui est le meilleur moteur pour stimuler l'envie d'apprendre. Ah, on le sait maintenant avec les moyens d'investigation, en plus, on sait que ça produit, ça fait des trucs dans le cerveau, bref. Et quand les gamins, c'est monsieur, quand est-ce qu'on en refait
Quand est-ce qu'on refait la leçon d'histoire? C'est-à-dire qu'on a gagné quelque chose et ça ouvre potentiellement sur tout le reste. Alors, du coup, évidemment, une fois qu'on a dit tous les objets sont bons pour ça, hein, mais les élèves s'y trompent pas. J'en veux pour preuve ce qui s'est fait à travers un boulot que Daniel Tin a fait avec plusieurs membres de son équipe autour de ce qu'il a appelé la pédagogie de détour utilisée dans les dispositifs relais. Vous savez comment, pour remettre en selle ces élèves, on utilise beaucoup les projets, les activités artistiques, etc., parfois périphériques, pédagogie de détour. Alors, il dit c'est intéressant, mais on a des élèves qui s'impliquent beaucoup dans ces projets. Le problème, c'est est-ce que ça fait retour, hein, sur les apprentissages? C'est-à-dire que les élèves ne se trompent pas, quoi. Ils se disent le vrai rendez-vous, c'est sur d'autres objets. On dit, pas nous leurrer, ils sont pas fous. Donc, nature des situations, disais-je, des activités ambitieuses fondées sur un principe tous capables. Tiens, vous reconnaissez quelque chose. Hein. Sur l'idée que les solutions supplétives, j'appelle solutions supplétives, tout ce qu'on a pu étudier, et il y a à la fois des recherches et des rapports de l'inspection générale là-dessus, du côté de simplifier les tâches, du côté de segmenter les tâches, du côté d'aider davantage les élèves, etc., tout ce qui est remédiation, ont montré leurs limites. À la fois on s'y épuise et en même temps c'est pas ou trop peu productif. Donc il faut arrêter de se faire mal. Et de leur faire mal, parce qu'ils ne sont pas fous, ils ont bien vu qu'ils sont dans un dispositif de remédiation et que le résultat continue d'être largement en deçà de ce qui est attendu. Hein? Vous avez dit APC? Donc plutôt que de tenter de réparer en aval ce qui a été mal construit, mal compris, vaut mieux repenser les situations d'apprentissage en amont. Imaginer des situations audacieuses, d'une certaine complexité, suppose de mettre les élèves, de penser les élèves, en mesure de relever le défi. Catherine Tauvron, connaît les travaux sur la littérature, qui prône sur travailler en lecture sur des textes denses, etc., dit « Plus nous croyons les enfants limités, plus nous les mettons en incapacité de pouvoir dépasser leurs limites. » Je la redis, hein, c'est bien. Hein. Plus nous croyons les enfants limités, plus nous les mettons en incapacité de pouvoir dépasser leurs limites. C'est des attentes. Hein. Ben, il me semble que ça ne vaut pas que dans le domaine de la lecture littéraire, quoi. Ça vaut dans tous les domaines. Ceci étant dit, tous capables, non pas donnés de nature, mais conquête. Autrement dit, tous capables de le devenir. Ça va? Ça vous soulage? Ce qui suppose donc créer les conditions. Parce que ça doit bien s'incarner dans des pratiques, dans des activités réelles. Et là où c'est redoutable pour nous, c'est qu'il nous faut rompre avec la relation d'évidence au contenu. Si on enseigne quelque chose qui a été facile pour nous et qu'on a aimé, on est sans doute mal placé pour pouvoir le proposer de façon efficace aux élèves. Plein de fois, j'ai eu des étudiants qui m'ont dit en maths, j'étais une vraie crêpe. Et pourtant, dans mon stage, c'est ce qui marche le mieux. Explique-moi. Ben, évidemment, ça allait de soi qu'il a déjà fallu que je me remette au clair, moi, sur le contenu. Et deuxièmement, présupposant que ce n'était pas simple, j'ai fait en sorte que ça devienne un peu plus clair pour les élèves que ça l'était pour moi. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Relation d'évidence au contenu. Donc ça veut dire essayer d'identifier les obstacles potentiels à l'apprentissage, qui peuvent être parfois inhérents à l'objet étudié, hein, le concept de numération positionnelle, expliquez-moi pourquoi 10 c'est plus grand que 9, parce que 1 c'est pas grand chose, et puis 0 c'est moins que rien. Hein. Donc pour vous ça va d'évidence, mais pour moi ça va pas. Hein. Puis pourquoi 1, 2, 0 c'est mieux que 0, 2, 1 ou que 2, 1, 0 Et donc, quand on fait une interrogation épistémologique et qu'on s'aperçoit que le système de numération positionnelle décimale a mis à peu près 5500 ans à se mettre en place, ça donne beaucoup d'humilité.
Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que l'humanité a patiné sur la mise en place ici d'un système qui soit super économique, qu'il a fallu attendre le 5e siècle pour qu'on invente le zéro, qui était devenu nécessaire, enfin bref. Mais du coup, ça nous cible un certain nombre de choses, de points qui pourraient être des balises pour pouvoir anticiper la préparation de la série de leçons qu'on va pouvoir faire sur la question. Et on trouve la même chose dans tous les domaines disciplinaires. Donc ça, c'est un premier travail, premier point d'appui. Deuxième point d'appui, évidemment, c'est d'essayer de faire une analyse des erreurs récurrentes des élèves. Les rapports de l'inspection générale d'octobre 2010 qui portaient sur les aides à l'élémentaire, collège, lycée, montraient que le problème majeur des collègues, c'était d'identifier la nature exacte des difficultés des élèves. Et bien entendu, si on ne fait pas ce diagnostic, si le diagnostic n'est pas pertinent, on risque de mettre en place des actions, des aides, des activités qui risquent d'être de peu d'efficacité, de viser à côté, voire de renforcer les malentendus. C'est des exemples-là pour ne pas s'alourdir, parce que sur cette idée, donc, aussi peut-être les élèves ont déjà des idées sur les choses, quoi, qui préexistent. Alors l'autre idée de rupture, c'est peut-être parfois, c'est moins ce que les élèves ne savent pas que ce qu'ils croient savoir qui gêne. Travail de Jordan et de Vecchi depuis les années 80 sur les conceptions préalables dans le domaine des sciences, mais qui valent aussi quand on fait des enquêtes sur la lecture, sur l'écriture. Qu'est-ce que les élèves ont en tête qui fait frein à nos tentatives de les faire avancer? Comme le dit Bachelard, quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux car il a l'âge de ses préjugés. Moi j'aime bien ça. Il me semble que ça ne vaut pas que pour l'enseignement scientifique. Donc, où en sont les élèves? C'est le deuxième point. Aménager les étapes de la conceptualisation. Qu'est-ce qu'il est essentiel de comprendre? Quels déplacements faire opérer? Quelles étapes prévoir pour cela? Le tout en visant une compréhension partagée. Ce qui suppose sans doute dans la conduite de classe, de cours, de se placer du côté des plus faibles pour conduire l'activité. Finalement, d'être dans la posture du maître ignorant, pour reprendre le propos de Jacques Rancière. C'est-à-dire, l'enseignant, il est nul, il faut tout lui expliquer, quoi. Il ne comprend rien à rien. Il demande toujours de justifier pourquoi tu dis ça. Je n'ai pas compris. T'es sûr de ce que tu dis? Pour obliger les élèves à modaliser, à verbaliser, à revenir, à expliciter. Parce qu'on sait que c'est ce dépliage des cartes du travail intellectuel insu qui peut-être peut aider les élèves. C'est sûr que j'ai pas plus de 5 minutes, 3 minutes maintenant? Oui, allez. Parce que vous allez l'avoir, votre punition, et puis après, vous verrez, ça ira mieux. Donc là, on était sur les situations et on finit sur peut-être la conduite de l'activité, puisqu'on y est. Des élèves sont dans l'attente passive. Pour rompre avec la passivité, ça veut dire qu'il vaut mieux les mettre dans des situations de recherche ouverte. Certes, les élèves de collège préfèrent de faire des exercices que des situations. Mais si jamais on leur propose autre chose, on va les confirmer. Situation de recherche, situation problème, situation défi, que chacun peut investir en confrontant l'ensemble de son expérience et de ses acquis. Alors c'est pas simple parce que la situation type top, c'est celle où même le bon élève, le plus top de la classe, ne parvient pas à avoir la solution d'emblée. Mais suffisamment ouverte pour que chacun se dise, quelle que soit son expérience, ah non, mais là j'ai quelque chose à dire là-dessus, je devrais pouvoir le faire. Vous voyez le genre? Une situation donc d'une certaine complexité, mais en même temps une complexité qui ne soit pas écrasante. Sinon les élèves désinvestissent la tâche. Bon, vous voyez, c'est facile. L'implication des situations ouvertes. Mais vous allez voir, en fait, c'est vachement plus simple que ce qu'on croit. Des élèves sont dans la fulgurance. Là où on peut les aider, c'est de les apprendre à différer. On voit bien, certains collègues disent, il y en a qui attendent, puis il y en a d'autres qui sont... ils ont déjà fini. On n'a même pas eu le temps d'énoncer les consignes. Ça y est, j'ai déjà fini. Attends... Ben oui, mais s'ils y vont sans repère, c'est ennuyeux. Donc, faute de clarification du but auquel parvenir, difficile de déplier les moyens adéquats. Donc, pour bien amorcer l'activité, il faut s'interdire de faire. Et donc, on a fait ça avec les collègues qui on bosse. C'est-à-dire, on a
Certains ont ritualisé le moment, par exemple, de passation de la consigne. Ah, on range toutes les affaires, on n'a plus rien sur la table. Allez, là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'après vous? Nécessité d'anticipation. 2. Allez, lisez la consigne. Retournez la feuille. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, retournez la feuille, relisez la consigne. Retournez, vous voyez, travail de reformulation. Ça y est, on a compris, on voit ce qu'il faut faire. Non, non, vous ne commencez pas encore. De quoi allez-vous avoir besoin? Pour faire anticiper aux élèves, y compris, vous voyez, faire mobiliser, qui fait accroche avec ce qu'on a pu travailler avant, comme type d'activité, comme peut-être si on avait évoqué des procédures, des choses comme ça. Différer. Prendre le temps d'analyser la situation, d'anticiper les moyens de mettre en œuvre. Différer l'acte, c'est laisser l'espace pour la pensée. Par rapport à sentiment d'insécurité, très fort chez les élèves manquant de confiance en eux, l'importance d'autoriser. Combien de fois je me suis vu visiter des classes et demander aux élèves, dire vas-y mais t'as le droit de te tromper quoi. Allez, on y va quoi. Et on peut d'autant mieux s'investir qu'il y a clarté du cadre. Le cadre, c'est la clarification de l'enjeu du but, mais ça peut être aussi la présentation des modalités de travail et de la durée. Mais c'est aussi l'autorisation, le droit de se tromper, le droit de faire des erreurs. Donc c'est dire l'importance de ne pas tout savoir tout de suite, de l'expliciter y compris aux élèves, droit de se tromper, l'importance de l'accueil des tentatives. Bien des élèves s'interdisent d'imaginer, convaincus qu'on sait ou qu'on ne sait pas, qu'on peut pas, qu'on a le droit, etc. Donc dédramatiser, c'est instaurer un cadre sécurisant pour qu'ils osent, tentent, recommencent, persévèrent, sans se décourager. Et s'il importe d'éviter les malentendus au moment de l'entrée dans l'activité, tout n'est pas résolu dans ce type de tâche à l'issue de l'investissement individuel. Donc on a beaucoup de tentatives errantes avant de devenir cohérentes. Pas mal. Là, je me suis dit, celui-là, je le fais. Hein. Si l'élève avait d'emblée la réponse, comme on leur dit, il n'aurait pas besoin de venir à l'école, il n'aurait pas besoin d'apprendre. Autrement dit, c'est à partir de la mise à l'épreuve des acquis antérieurs et de la perception de leurs limites que du nouveau peut naître. Si vous ne m'avez pas persuadé que ma réponse, ma proposition n'est pas pertinente, en gros, tant que vous ne m'avez pas prouvé que j'ai tort, je continue d'avoir raison. Ça va? Donc, c'est à partir de la mise à l'épreuve, tout ça que... alors, habituellement, les élèves nous demandent, monsieur, madame, c'est comme ça. Et là, on se dit, puisqu'il nous faut quand même œuvrer à leur émancipation, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on en pense. Alors, vous allez vous mettre maintenant ensemble et vous allez voir avec vos pairs, P-R-S. S'il y a une chose qui frappe chez les élèves en échec ou chez leurs parents, c'est le sentiment de solitude. Il me semble que l'école, c'est l'espace de l'apprentissage, du faire ensemble, de la coopération. Ou la recherche de pertinence sur le plan de l'efficacité des apprentissages, non, sur le plan de... où la recherche de l'efficacité sur le plan des apprentissages rejoint celui de la pertinence sur le plan de la formation des valeurs. On y reviendra. Coopérer. Diversité des propositions, des avis, des modes de pensée, qui est source d'étonnement. On voit bien comment les gamins sont persuadés par un certain nombre que tout le monde pense comme moi. Ah bon, les autres ne pensent pas comme moi. Renouvelle les interrogations et pousse du coup chacun à expliciter son point de vue. Mais là, c'est une nécessité interne que de déplier du langage pour dire pourquoi on a dit ça, avec des situations qui vont les confronter à la double exigence à la fois de l'objet à comprendre et des autres à convaincre. Et les autres sont ennuyeux, parce que des fois on a du mal à les convaincre. Très souvent même on a du mal à les convaincre. Donc il y a tout l'espace de la discussion, du débat de preuve, et c'est à partir de tout ça que la solution
va émerger, sanctionnant par la délibération collective la pertinence des propositions. Autrement dit, le débat en classe entre élèves, la confrontation, c'est un stimulant de l'intelligence. Là encore, Bachelard, elle donne à la raison des raisons d'évoluer. J'adore. Elle donne à la raison des raisons d'évoluer. Bon, nous, on parle, évidemment, c'est le père fondateur de Vallon et du processus d'objectivation. Quand il dit « Le savoir se dégage de la confrontation des représentations individuelles que les enfants, chacun pour leur propre compte, viennent de tirer de l'objet. Il se situe exactement au point de convergence de ces représentations par le retour sur l'objet. Il consiste dans le réajustement des perceptions. Donc, triangulation entre moi, mon rapport à l'objet, le rapport que les autres ont ici à l'objet. C'est dans la co-construction collective d'un point de vue plus objectif sur l'objet que l'on va pouvoir décider du sort de la vérité ou de l'erreur, ici et maintenant. Coopérer, débattre. Enfin, il faut être raisonnable. Pour ces élèves pour qui apprendre est réduit au faire, il faut qu'on réussisse à les gagner à cette idée que avoir résolu le problème posé est une chose, mais en tirer leçon est une autre. Or, le travail le plus productif intellectuellement, c'est le moment où on tire leçon, comme on dit, le moment où on s'extrait du contexte singulier pour réfléchir sur ce qu'on a mis en œuvre, sur les points de butée, sur ce qui nous a permis d'avancer, sur le principe, la règle, tout ce qui est généralisation à partir de cette situation singulière, qui pourra demain nous servir dans un autre contexte, situation. Vygotsky, dégager les traits caractéristiques, les abstraire et en faire une synthèse, est une partie fondamentale et indispensable du processus de formation des concepts dans son ensemble. La prise de conscience, conçue comme généralisation, conduit directement à la maîtrise. Bien. Tous les psychologues, mais Piaget aussi, ces bouquins, c'est Réussir et comprendre ou la prise de conscience. Donc on est à cet endroit-là. Si vous ne faites pas ce temps de prise de conscience, vous êtes condamné à faire de la répétition, disent les psychologues.